Bonjour Margaret, Bonjour Jean-François. merci d'avoir accepté cet échange. Alors Anne-Margrethe Apiouk, tu vas te présenter si tu le veux bien, et tu as accepté cet échange dans le cadre du déploiement des fourmis empathiques dont tu fais partie. Et tu fais partie des fourmis empathiques, j'en suis ravi, puisque tu vas nous parler surtout de l'école et de l'enseignement, et justement comment pouvoir diffuser cette empathie au sein d'une école, et comment toi tu as fait pour procéder à cela, à cette diffusion de l'empathie au sein de l'école, et ce que ça a pu avoir comme effet dans l'école ou dans les écoles dans lesquelles tu as travaillé. Mhm. Merci pour cette invitation. Merci de me donner la parole pour partager justement ce que j'ai pu vivre. Moi, je m'appelle donc Anne-Margrethe Appiuc. Je suis professeure des écoles. J'enseigne, donc je suis professeure d'école depuis plus de 14 ans maintenant. J'ai commencé en France, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans une petite classe unique, hein. Donc c'était une classe qui accueillait des enfants de petite section jusqu'au CM2. Donc elle est 8 niveaux représentés. Plus j'étais chargée de direction. Et ensuite, je suis partie en Australie où j'ai enseigné dans une école française internationale à Sydney et où j'ai pu enseigner depuis la petite section maternelle jusqu'au CE1. Alors, j'ai aussi fait des remplacements dans tous les niveaux, mais j'ai passé beaucoup de temps en maternelle et en CE1 avoir différents rôles, hein. On en parlera aussi tout à l'heure, mais voilà, j'ai pu avoir différents rôles dans cette école et puis ben forte de cette expérience, à côté de ça, et ben je suis aussi créatrice donc de Maîtresse à Maillette, qui est une plateforme qui offre justement des contenus, des ressources et des outils pour aider les enfants à mieux comprendre leurs émotions et mieux les réguler. Ouais. L'enseignement, c'est une vocation pour toi? C'est une mission. C'est une mission de vie. Au début, je me disais que c'était une vocation et je crois qu'aujourd'hui, je parlerais même plus de mission, en fait. C'est ce qui m'anime. C'est tout simplement ce qui m'anime, c'est ce qui me fascine, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me, voilà, c'est ce qui me fait vibrer et je crois que même au-delà du travail de l'enseignement, je pense aussi à l'enseignement, je me forme sur différentes choses, je lis beaucoup de choses par-dessus, au-delà des techniques académiques, en fait, mais autour du développement de l'enfant en général. Ouais, je crois que ça fait partie de ce pourquoi je suis ici, je crois. Des enseignants ont marqué ta route, t'ont peut-être inspiré dans cette mission, justement, que tu définis comme telle? Oui, surtout dans mes débuts, dans les enseignants, en fait, quand on commence en tant qu'enseignant, on est un peu jeté dans une arène, en fait, hein, parce que, ben, cette année pour préparer une année pour préparer le concours, ensuite une année de stage où il faut aussi qu'on fasse un mémoire, il faut aussi qu'on apprenne plein de choses académiques et en fait, il y a tellement de choses à apprendre, finalement très peu de temps. Donc du coup, ensuite on est mis devant des élèves. Donc en fait, c'est très, on se sent très démuni, on se sent très, seul aussi, hein, parce qu'on commence pas avec un enseignant, qui est maître de sa classe et nous qui le suivons pendant une année, 2 années, comme ça peut se faire dans d'autres pays, hein. En Australie notamment, j'ai découvert un système où il y a un énorme accompagnement justement quand on débute. Donc, moi, les enseignants qui ont marqué mon, qui ont marqué mon parcours, ça va être surtout dans les débuts et c'est des enseignants qui, gardaient la flamme, malgré de nombreuses années d'enseignement. Parce que j'ai aussi rencontré et croisé le chemin d'enseignants qui étaient, désillusionnés, qui étaient fatigués, qui étaient épuisés ou alors qui étaient, dans la répétition de fonctionnement ou de méthodes ou de techniques qui fonctionnaient pas forcément et qui créaient plus de friction, de tension, de rapport de force. Et quand je voyais ça de l'extérieur, je me disais: «Ben, c'est pas ce que j'aimerais développer» et je sais pas quelle enseignante je serai dans 10 ans, dans 15 ans, mais en tout cas, j'espère que le jour où je serai fatiguée de tout ça, j'espère que je changerai quelque chose et j'ai rencontré justement dans mes débuts de carrière, des enseignants qui avaient cette flamme et qui avaient en fait cette pétillance aussi, cette démarche de toujours se remettre en question et de toujours aller chercher des nouveautés, de pas rester sur leurs acquis et d'aller se demander quels sont les nouveaux projets, quelles sont les nouvelles méthodes, quelles sont les nouvelles recherches, les nouvelles découvertes pour remettre constamment en question leur manière d'enseigner et aussi ce qu'ils enseignaient en eux-mêmes et qui était
très, très, humble et dans l'écoute des autres et donc même moi, quand j'arrivais en tant qu'enseignante stagiaire, ben, quand je proposais des choses ou quand je posais des questions et ben, on avait une vraie discussion de professionnel à professionnel où en fait, eux-mêmes questionnaient leur propre posture devant une petite jeune qui arrivait et qui posait des questions et qui se demandait s'il pouvait pas y avoir autre chose à faire et ça m'a énormément inspirée et je me suis dit que j'avais envie de m'inspirer de ça pour conserver une posture où, j'étais pas celle qui allait s'asseoir confortablement dans ses acquis et qui allait, conserver, juste la force de son expérience aux dépens de remises en question, importantes dans ce métier parce que c'est un métier humain, en fait. Oui. Et là, tu parles du contenu, tu parles de la forme, tu parles aussi du lien. Donc, est-ce que selon toi, la formation d'enseignant aujourd'hui est assez poussée pour permettre à un enseignant d'être opérationnel tout de suite avec des enfants? Ou est-ce qu'il manquerait, selon toi, des informations et de la formation pour être opérationnel justement dans la création de ce lien avec les enfants, dans justement le fait d'avoir cette curiosité, dans les façons de transmettre le savoir? Est-ce que selon toi, il manquerait peut-être quelque chose que toi tu as pu acquérir de manière personnelle justement à la suite de ta formation initiale? Alors, oui, le manque est incroyablement important dans la formation enseignante et j'ai pu aussi le constater, notamment quand je suis allée en Australie et que j'ai vu, comment ils étaient formés là-bas. En fait, il y a un cruel manque, de de la dimension, ne serait-ce que la dimension psychologique de l'enfant. Comment se développe un enfant? Il n'y a pas de différence vraiment faite entre l'enseignement chez les enfants de maternelle, par exemple, des enseignants de l'enseignement des enfants en élémentaire. Bien sûr qu'on va voir la différence des contenus, mais la dimension vraiment du développement de l'enfant, des besoins de l'enfant émotionnels, le développement du cerveau de l'enfant, tout ça, on n'en parle pas du tout. Donc il y a un cruel manque de ça, là où, par exemple, en Australie, les enseignants ont des, matières, de la psychologie autour de la psychologie de l'enfant, autour du développement des besoins de l'enfant, du besoin d'attention chez l'enfant, du besoin du développement de la confiance en soi, de la valorisation de l'unicité. Tout ça, c'est enseigné, tout comme, tout ce qui va être comment se développe la confiance en soi, qui est vraiment le terreau indispensable pour ensuite pouvoir, mener à bien des apprentissages solides, efficaces. Tout ça, c'est une base qui est indispensable et là aussi, en Australie, j'ai vu à quel point on enseignait comment on renforce la confiance en soi, comment on développe l'estime de soi, comment on crée aussi du lien dans la classe entre les enfants, entre l'enseignant et l'enfant, et cetera. Donc c'est en soi des matières à part entière, au même titre que, les mathématiques, que le français, et cetera. Là où en France, en tout cas moi dans ma formation et j'ai demandé à des enseignants qui viennent récemment de sortir de leur master, d'enseignement, comment ça se passait et en fait j'ai été choquée de réaliser qu'en fait il y a pas eu de changement, c'est même voire pire. C'est même voire pire parce qu'il y a encore moins de temps, il y a encore plus de, heu, de, lâcher prise sur, enfin aujourd'hui on recrute des personnes, qui ne sont pas formées, qui n'ont pas le diplôme parce qu'il y a un terrible manque des enseignants. Donc il y a un manque à ce niveau-là et puis il y a aussi un manque cruel au niveau de créer une relation avec l'enfant. Comment on crée, dans le monde du travail, on va parler de team building. Comment on crée ça aussi dans une classe? Comment on crée de la cohésion entre les enfants? Comment on crée une confiance entre soi-même, l'enseignant et les enfants? Comment on crée cet attachement sécure, cette sécurité d'être en classe justement pour pouvoir se confier à l'enseignant, pour pouvoir, faire en sorte que l'enfant puisse apprendre dans les meilleures conditions possibles? Tout ça, on ne l'aborde même pas, c'est même pas touché du doigt, c'est même pas effleuré. L'autre chose aussi qui m'avait énormément marquée, moi, quand je me suis formée, c'est, la relation avec les parents. Donc en fait, les parents, nous quand en tout cas notre génération, on nous a appris que les parents étaient problématiques. Donc en fait, l'idée, c'était plus on maintenait de la distance, avec les parents, plus la relation était vraiment, éloignée du parent
et mieux on allait se porter. Parce que les parents, eh bien, sèment la zizanie, parce que les parents remettent en question beaucoup de choses, parce que les parents veulent vraiment se focaliser sur leur propre enfant, sont trop et très égocentrés, etc. Donc il y a cette diabolisation un petit peu de la relation parent-enseignant et il n'y a pas du tout un partenariat qui est créé. Moi, je me souviens très bien que on m'avait dit, parce que quand je posais des questions par rapport à ça, on m'avait dit, les parents, c'est derrière le portail. Si tu les maintiens derrière le portail, tout ira bien pour toi. Mais on les fait rentrer le moins possible en classe. Et en fait, dans ce que moi j'ai développé ensuite dans mon parcours, dans ce vers quoi je me suis tournée, ce qui m'a intéressée, et aussi dans ce que j'ai vu, parce qu'en Australie, par exemple, dans la plupart des écoles, la relation enseignant-parent est extrêmement importante. Et en fait, régulièrement, même dans toutes les écoles, pas que dans les écoles privées, même dans les écoles publiques, il y a une journée dans la semaine, une après-midi dans la semaine, où en fait les portes sont ouvertes pour accueillir 2 ou 3 parents qui viennent animer des ateliers dans la classe. Donc qui viennent en soutien à l'enseignant pour animer des petits ateliers et pour que le parent puisse voir aussi comment ça se passe dans la classe, puisse avoir cette confiance. L'enseignant ne se sent pas jugé, en fait, parce qu'il y a cette peur en France de l'enseignant qui va être jugé, qui va être critiqué, et le parent qui va être perçu comme celui qui est chercheur de troubles, etc. Et là-bas, non, en fait, c'est une équipe. L'objectif, il y a un objectif commun, c'est l'éducation de l'enfant. C'est permettre à l'enfant de grandir, de découvrir des choses, d'apprendre des choses académiques, mais aussi de développer une confiance en lui, de développer son meilleur potentiel. Et le parent et l'enseignant font équipe pour ça. Voilà, c'est important. Tu parlais de team building tout à l'heure. C'est en fait, ils se considèrent dans la même équipe autour de l'enfant et ils sont dans une sorte de coopération et de soutien mutuel pour que justement l'enfant puisse être dans les meilleures conditions pour apprendre. C'est Donc, ça. la communication est la clé. Et là, tu parlais vraiment de quelque chose qui fait rêver, cette intervention de parents au sein même d'une classe, et donc qui sont vraiment partie intégrante de tout ce processus, de tout cet univers de l'apprentissage, en fait. Et finalement, ça vient aussi corriger peut-être des blocages que peuvent avoir certains parents. Tu parlais de la distance de un côté comme de l'autre. Certains parents ont de mauvais souvenirs par rapport à l'école et peuvent aussi avoir des réticences justement par rapport à leurs enfants, donc ils projettent leur peur. Donc le fait de les intégrer comme ça dans des activités vient aussi leur permettre de réparer les Oui. a priori qu'ils peuvent avoir et les souvenirs qui sont pas très positifs par rapport à l'école. Tout à fait et en fait, ça vient aussi valoriser le parcours parfois du parent parce que moi, je vois, par exemple, dans les classes de maternelle, quand on faisait, des projets autour de certains métiers et bien, si on savait que, par exemple, il y avait, si on faisait, voilà, des différents corps de métiers, on savait qu'il y avait, une maman qui était infirmière, une autre maman qui était docteur, une autre personne, un autre parent qui était, pompier et cetera. Ben, en fait, on les faisait venir avec aussi leur matériel pour qu'ils en parlent, pour les plus grands, quelles études ils ont fait pour en arriver là et cetera. Donc en fait, il y avait, non seulement effectivement cet espace de l'école qui était plus un espace menaçant, mais en plus une valorisation de, «Tu es devenu quoi et comment tu peux venir inspirer, les nouvelles générations qui sont là et répondre à leurs questions» et en fait, c'est un lieu sécure plus qu'un lieu menaçant où on risque plus d'être puni, où on risque d'être envoyé dans la classe d'à côté si on fait le zouave. Enfin, il y a vraiment cette vision énormément rigide autour de l'école. L'école, c'est sérieux. L'école, c'est punitif. L'école, c'est restreint, c'est réservé aux enfants. Et puis, on met le pied dehors si on n'a pas un certain âge. Non, il y a voilà, une flexibilité qui se crée autour de ça, un adoucissement en fait qui permet de voir que l'école c'est un lieu pour apprendre et c'est un lieu où on peut se sentir bien en fait. Oui. Alors, tu as gagné en expérience au fil des années, mais est-ce que tu as commencé notamment avec ces méthodes qui étaient peut-être préconisées autour des punitions, de la menace de sanctions, et est-ce que justement tu as évolué ensuite vers autre chose, ou est-ce que tu n'as jamais commencé par là? Non, non, j'ai commencé par là. J'ai commencé par là. Je dis pardon à mes premiers petits élèves qui aujourd'hui ont 27 ans, mon Dieu. Et ils nous écoutent là. Alors, en fait, je toujours dit ça. Voilà, je m'excuse vraiment. Non, j'ai commencé en fait, j'ai commencé comme ce qu'on m'a enseigné,
mais aussi comme ce que j'ai reçu moi-même. C'est-à-dire que on nous enseigne pas vraiment, voilà, il faut punir, il faut ceci, c'est pas ça en fait. C'est que en fait, on l'aborde même pas. On l'aborde même pas parce que ça fait pas partie des priorités. Donc on n'aborde pas vraiment la discipline. Ce qu'on peut nous dire à la rigueur, en tout cas ce qu'on nous disait sur la discipline à la rigueur, ça va être, bah, vous convoquez les parents. Voilà. Et donc on mêle les parents à tout ça, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout quelque chose que je recommande, hein. Bien sûr il faut créer du lien avec le parent, mais c'est pas parce qu'un enfant a un certain comportement que la solution, ça va être d'aller chercher le parent et de régler ça à la maison et qu'il y ait double punition à la maison. Je crois pas du tout, du tout, du tout en ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est la seule chose que peut-être j'ai entendue, mais sinon, c'était même pas abordé parce que voilà, on va pas passer notre temps là-dessus. Alors que si, justement, passons notre temps là-dessus parce que c'est une clé qui fait que l'année va être réussie, que l'apprentissage va être solide et que le rapport qu'on a à l'école va être sécure, en fait. Mais du coup, j'ai commencé par ce que j'ai reçu, que ce soit à la maison ou dans mes classes, moi aussi, en grandissant en tant qu'écolière, en fait. Et où en fait, ce que j'ai appris, c'est que quand on faisait pas bien, on faisait des erreurs, et ben on relevait nos erreurs et on était quelque part, on devait se sentir honteux, donc on allait un peu humilier, rabaisser s'il y avait trop d'erreurs ou si les erreurs étaient répétées trop souvent. Donc il y a peut-être une tolérance. J'étais quand même une prof sympa dans le sens où il y avait quand même une tolérance. Ah, tu t'es trompé, c'est pas grave, mais le refais pas. Donc il y avait des conditions. Si c'était répété ou si un comportement était problématique et m'empêchait à moi, enseignante, d'atteindre mon objectif qui était de faire 5 exercices dans l'heure, par exemple. Donc, tout était tourné autour de mes objectifs à moi. Et du coup, j'étais sympa avec mes élèves quand même. Disons que j'avais un bon relationnel. J'ai toujours été dans une proximité avec mes élèves qui était sympa. Donc, du coup, il y avait quand même de bons rapports, mais c'était conditionné. C'est, voilà, si vous êtes sympa, ça se passera très, très bien. Par contre, si à la fin de la journée, on n'atteint pas mes objectifs, là, on va faire des petites remises en question et donc du coup, j'allais pas forcément hurler mais voilà, j'avais un tableau, hein, le truc classique, hein, le tableau où on va marquer les points verts, les points rouges. Donc là aussi, je m'estimais sympa parce que j'allais quand même mettre en place des points verts. Donc il y allait avoir des récompenses. Donc du coup, c'était pas que punitif. Donc j'étais pas méchante. Mais en fait, on tournait toujours autour de ce qu'on a connu en grandissant, c'est-à-dire un système soit punitif ou soit dans la récompense, en fait, mais toujours pour alimenter et pour nourrir une direction, celle de l'enseignant. Oui, donc domination finalement sur l'élève. Complètement. Domination, rapport de force, soumission, mais sous des airs un peu plus doux quelque part, sous des airs peut-être où non, on va pas élever la voix, mais en fait, on va trouver un autre moyen de faire plier, en fait, et d'adapter le comportement de l'enfant à ce qu'on attend nous, en fait. Et pas du tout dans la compréhension de ce qu'il se passe aussi, pas du tout dans la compréhension de est-ce que là, le système que j'ai mis en place pose problème? Est-ce que peut-être que les exercices que j'ai proposés sont pas adaptés? Est-ce que j'ai suffisamment différencié suivant le niveau de l'élève? Est-ce que je me suis intéressée à ce qu'a vécu l'élève à la maison? Est-ce qu'il traverse une passe difficile? Est-ce qu'il a peur de l'école? Il y avait pas du tout cette dimension-là, en fait. Et je pense que tout ça, ça vient aussi dans une évolution personnelle, en fait, hein, dans une démarche aussi de développement personnel. Est-ce que tu dirais que le recours à ces méthodes coercitives est aussi lié à l'insécurité ressentie par l'enseignant? Complètement, c'est complètement lié. C'est-à-dire qu'en fait, on on a peur de, enfin, en tout cas, moi, j'avais peur de perdre le contrôle. Voilà. J'avais peur de perdre le contrôle parce que tu es seule face à, très souvent des classes surchargées, et donc du coup, tu te dis que toi, tu as une mission dans ton rôle d'enseignant, c'est d'emmener les enfants d'un point A à un point B. Il faut que tu les emmènes à ils ne connaissent pas, l'étape de multiplication, à ils connaissent l'étape de multiplication, voilà. Et donc comment je vais les emmener, dans ce processus? Voilà, je vais avoir des idées créatives, je vais avoir différents ateliers et cetera, mais le fait est qu'il faut quand même les emmener d'un point A à un point B. Et quand ça commence à devenir un petit peu la zizanie, quand on prend un peu de retard ou quand ça devient un petit peu chaotique, un petit peu on chahute, et cetera, on se dispute.
quand on est en face de ça, on est seul enseignant devant tout ça, en fait, on a l'impression de perdre pied et de se dire, mais en fait, la classe, ça devient le bazar là. Et non, c'est à moi de maintenir, c'est à moi de maintenir le bon équilibre de la classe, de maintenir la garantie de l'apprentissage. Donc, eh ben, du coup, ces méthodes-là permettent de maintenir dans le droit chemin, de cultiver un peu la peur, de faire, de créer une sensation de menace, hein, quelque part, même voire de la maîtresse, surtout quand on a un très bon rapport avec les enfants, si la maîtresse se fâche, la maîtresse va être déçue. Si la maîtresse est déçue, alors là, c'est ce que les enfants ont peur de créer. Hein. Ils n'ont pas envie de décevoir la maîtresse, en fait. Donc, du coup, il y a cette menace un petit peu qui va planer quand on se sent un petit peu débordé. Et c'est vrai que ces méthodes, moi, me donnaient l'impression de maintenir un cadre qui était propice aux apprentissages et qui me permettait d'emmener mes élèves dans le train de l'apprentissage et du coup de réussir ma mission, en fait. Oui. Alors qu'en fait, il y avait plutôt un transfert de l'insécurité, puisque Ben oui. bah, des méthodes comme ça, sous insécurité, mettaient aussi les enfants en insécurité, et en fait, ils appliquaient en se conditionnant, et non pas en exprimant ce qu'ils ressentaient, ou encore, c'est bien ça. Donc on n'est pas vraiment dans de la coopération, dans ce cas-là. On n'est pas du tout dans la coopération, on est plus dans un rapport de soumission, en fait. Et puis, moi, je voyais aussi que c'était quelque chose qu'ils appliquaient entre eux, surtout par exemple, quand j'ai commencé, où en fait j'étais dans cette classe unique. Donc, j'avais vraiment les 8 niveaux représentés, de la petite section jusqu'au CM2. Et donc, du coup, où parfois il y avait des moments où en fait les plus grands étaient responsables de certains ateliers avec les plus petits, etc. Et où en fait je voyais comment ça se passait. Et dès qu'il y avait un petit qui commençait à chahuter ou autre, et ben, pof, le grand, ben, en fait, il reproduisait ce que moi je pouvais faire. Donc il y avait une sensation, il y avait la menace, il y avait si t'arrives pas à écouter, eh ben tu passes dans la classe d'à côté, je te veux pas dans ma classe, etc. Enfin, il y avait des mots qui ressortaient et qui faisaient effet miroir en fait, et où je me disais, ah ouais, en fait ils sont en train de reproduire ce que je fais, et vu de l'extérieur, sur un plus petit, ça paraissait violent en fait. Et du coup, je me disais, mais ah oui, en fait, finalement, ils reproduisent ce qu'ils reçoivent. Donc, il y a eu cette prise de conscience-là. Et puis, il y a eu aussi la sensation, en fait, de fatigue générale. C'est-à-dire que même si, oui, quelque part, le rapport de force peut fonctionner, je dirais à un court ou moyen terme, il fonctionne pas sur du moyen ou du long terme. C'est-à-dire que, en fait, il y a une fatigue générale qui se crée quand on se sent menacé. Même nous-mêmes, en fait, en tant qu'adultes, hein, si on se sent menacé, je sais pas moi, si mon conjoint me dit: «Écoute, moi, j'ai envie que ça se passe comme ça à la maison, et si ça se passe pas comme ça, et ben, en fait, je veux pas te voir pendant 2 heures, tu sors de l'appart». Bon, est-ce que j'ai vraiment envie, de mettre en place ce qui lui ferait plaisir? Je suis pas sûre. Voilà, donc en fait, il y a quelque chose qui se crée de l'ordre de la fatigue générale. Moi, j'étais fatiguée aussi de rappeler: «Attention, attention, là, tu en es à 2 points rouges, attention si tu as le 3e point rouge». Les rapports avec les parents où je disais: «Voilà, ça s'est passé comme ceci, ça s'est passé comme cela», où en fait, il y a un poids, en fait, qui se crée, et il y a pas un cercle vertueux qui fait que on est content d'aller à l'école, l'école nous énergise, apprendre ça nous énergise, et cetera. C'est évident que dans notre journée d'école, même quand on est dans un cercle, plutôt positif, vertueux, et cetera, il y a des moments où on est fatigué. Mais là, je sentais que j'étais dans une spirale, en fait, qui correspondait pas du tout à ce en quoi je croyais, ce que je voulais, à la vision que j'avais de l'école, de la classe, mais qui était juste la reproduction de ce que j'avais, expérimenté. Et comme on ne nous enseigne rien d'autre par rapport à comment on pourrait faire autrement, ben, en fait, on est démunis, on fait juste avec ce qu'on a, en fait. On va chercher dans son sac à outils, en fait, ben, les seuls outils qu'on a, ben, c'est les outils qu'on a nous-mêmes expérimentés. Donc du coup, je me sentais assez démunie par rapport à ça, mais par contre, oui, ça transmettait cette insécurité, et puis surtout, s'il y avait des élèves qui se rebellaient et qui, face à ça, en fait, se disaient: «Ben, en fait, je m'en fiche, punis-moi», en fait, tu vois? Alors là, j'étais pas bien, tu vois? Parce que je me disais: «Bah, qu'est-ce qui me reste? Je vais pas le virer de l'école, en fait. Enfin, qu'est-ce qui me du coup, en fait, c'est là où ça m'a permis de m'en rendre compte, mais ce système-là punitif, il va jusqu'où, en fait? Tu vois? Mais Là, jusqu'où? bah, C'est une escalade au final, et heureusement qu'il y a des élèves qui moi, à un moment donné, m'ont montré qu'ils étaient pas réceptifs à ça, parce que ça m'a permis de voir aussi que, bah, si on fait cette escalade-là, en vrai, on va jusqu'où?
Tu vois? Jusqu'à, on vire un enfant d'une école parce qu'il ne comprend pas les règles qui sont appliquées ou parce que certaines règles ne font pas sens ou parce que j'ai pas pris en compte, son état ou son développement, ses problématiques. C'est là que je me suis dit: «Non, en fait, on va arrêter tout ça. On va arrêter tout ça et on va prendre du recul» et ce qui est très rigolo, c'est que c'est dans cette phase-là, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à me pencher vers, le développement du cerveau de l'enfant et c'est dans ces années-là que je t'ai découvert d'ailleurs, que je t'ai découvert où tu commençais justement tous ces partages autour de l'éducation positive et qui m'ont, dans mes jeunes années d'enseignante, énormément inspirée. Ouais. Mmh mh. Alors là, tu es en train de décrire un peu ton cheminement de l'émergence de l'empathie dans ton fonctionnement d'enseignante. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de nous décrire de quelle façon tu vas, modifier, ce système de rapport de force, justement, pour quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension de ce qui se passe d'abord chez l'élève. De là que tu parles du cerveau, mais ce que je voudrais, c'est qu'on s'arrête juste sur ta transformation à toi, pour commencer. C'est-à-dire que, OK, tu as eu cette curiosité, de te renseigner sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant, sur la psychologie de l'enfant, mais qu'est-ce qui a créé ce déclic pour toi? Alors tu disais, il y a un ras-le-bol, je sens que c'est une escalade, mais est-ce qu'il y a une sorte de transformation beaucoup plus profonde chez toi en se disant: «Oh, mais j'ai quasiment à changer d'identité presque», c'est-à-dire changer de personnalité parce que mon rapport à ceci n'est pas ça, c'est pas ça que je veux être en fait? Ouais. En fait, il y a eu comme je disais tout à l'heure, comme pour moi l'enseignement c'est quelque chose que vraiment que je vis, que je vibre, que j'incarne. C'est quelque chose qui vient réveiller beaucoup de choses chez moi, en fait. Donc du coup, je crois qu'à ce moment-là, j'ai eu aussi une prise de recul par rapport à moi, mon propre développement. Donc j'étais jeune adulte, hein, j'ai commencé à enseigner, j'étais très jeune. Donc du coup, je commençais à entrer dans cette phase aussi de construction de mon identité de femme, en fait, d'adulte et cetera et du coup, j'ai commencé à me dire: «Mais comment je réagis moi dans ma vie aussi, en fait? Comment je réagis dans mes relations? Comment je réagis avec, mes amis, avec mon conjoint, avec ma famille et cetera?» et en prenant du recul, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait quelque part, de la violence aussi à l'intérieur de moi qui s'exprimait par, des rapports de force, qui s'exprimait par, j'ai envie d'imposer ma manière de voir les choses. J'ai envie de convaincre l'autre de ma façon d'aborder certaines choses, de mon angle de vue et cetera. Il y avait un ami qui m'a dit un jour: «Tu sais ce que c'est convaincre en fait?» Je lui ai dit: «Bah, dis-moi». Il m'avait dit: «Convaincre, c'est coloniser l'esprit de l'autre». Et en fait, ça m'a beaucoup fait réfléchir ça aussi. Je me suis dit: «En fait, oui, je suis énormément dans, ma vision, donc ma vision, mon objectif doit être étendu à, ceux qui m'entourent en vrai» et du coup ça, c'est violent. Ça, c'est une violence qui est passive, mais c'est une violence aussi et puis je me suis aussi, rendu compte d'à quel point, j'étais assez, déconnectée de mes émotions. C'est-à-dire que de par moi, mon enfance, de par mon évolution, j'ai dû me déconnecter de mon monde intérieur. J'ai dû, en fait, bloquer certaines émotions. J'ai dû étouffer certaines émotions parce que, ces émotions étaient problématiques, parce qu'il y a eu des conditionnements qui étaient, trop durs, trop douloureux, trop coercitifs et cetera. Donc, il y a eu un un mécanisme qui s'est créé à l'intérieur de moi où je me suis, fermée à certaines émotions, où j'ai étouffé d'autres émotions, où j'ai coupé même parfois, court-circuité, déconnecté certaines émotions et donc du coup, j'étais pas du tout en lien avec mon monde intérieur à moi. J'étais plus dans, voilà, j'applique quelque chose, ça c'est bien, ça c'est mal. J'étais plus, voilà, dans cette vision très binaire de ça c'est bien, ça c'est mal, ça il faut pas, là je suis dans la bonne direction, là c'est la bonne marche à suivre, là on est dans le vrai quand on fait ça et cetera et en fait, dans ma vie personnelle aussi, je me rendais compte que ça créait des tensions en fait et j'ai voulu en fait faire, ce développement personnel en fait déjà pour moi et de faire la paix avec certaines émotions, de faire de la place à certaines émotions. La frustration, la colère, par exemple, quand j'avais des enfants qui me disaient: «Mais non, moi j'ai pas envie de faire ça» ou «Moi ce travail il m'embête» ou «C'est un peu ennuyeux» et cetera. Tout de suite, ça réveillait chez moi, mais
du feu. Tu vois? Parce que j'étais: «Mais comment tu oses? Comment tu oses remettre en question mon atelier? Comment tu oses dire que c'est ennuyeux?» Tu vois? Et parce qu'en fait, je me donnais plus le droit, moi, de dire ces choses-là. Je me donnais plus le droit de le ressentir parce que j'ai été conditionnée à, tu fais ce qu'on te demande et si on te demande ça, le besoin de l'autre passe en priorité. Donc en fait, tu réfléchis pas, tu appliques, tu deviens la bonne petite élève. Donc dès que je voyais qu'un enfant n'allait pas dans cette direction-là, mais non, tu reviens dans le rang en fait, c'est comme ça, c'est ici. Donc en fait, ça venait faire effet miroir directement avec, comment moi je m'étais construite et je me disais: «Mais est-ce qu'en fait j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Est-ce que j'ai envie d'être, quelque part, d'avoir ces émotions congelées à l'intérieur de moi? Ou est-ce que j'ai envie de leur faire de la place et plutôt que d'encapsuler cette frustration ou cette colère et ben d'apprendre à la libérer, d'apprendre à la regarder et à l'exprimer aussi. Et je crois que personnellement, en faisant ce chemin-là, qui n'est pas évident du tout, hein, qui n'est pas évident et qui nécessite souvent un accompagnement d'ailleurs, mais en faisant ce chemin-là et en m'intéressant aussi au développement du cerveau de l'enfant, donc à mon développement à moi, comment moi je me suis développée en tant qu'enfant, qu'est-ce que moi j'ai associé à certaines situations, etc. Mais j'ai fait la paix avec beaucoup de choses. J'ai aussi guéri beaucoup de choses. Et en apaisant ces choses-là, naturellement, je devenais aussi beaucoup plus disponible à ce que vivaient les enfants. C'est-à-dire que aujourd'hui, un enfant à qui je vais présenter un atelier et qui va me dire: «Oh, c'est nul», tu vois? Et ben, je vais plus avoir ce feu intérieur qui va se réveiller, tu vois? Je vais m'y intéresser. Je vais me demander, je vais lui dire: «Ah bon, tu trouves que c'est nul? Qu'est-ce qui se passe?» Et peut-être que dans un second temps, je vais pouvoir lui apprendre comment dire la chose autrement que par le jugement en disant: «C'est nul». Ça peut être: «Ah, moi j'aime pas trop ça», tu vois? Donc je vais peut-être le guider vers, une autre palette d'expression des choses. Mais je vais pas aller condamner son opinion. Je vais pas aller condamner son avis qui va venir, moi, m'embêter parce que ça remet en question, mon travail, ça remet en question mon objectif et ça vient quelque part, m'humilier, en fait. Je le vivais parfois comme ça, comme une sensation d'humiliation et donc comment je réagissais par rapport à ça, une sensation que je ne supportais pas, eh bien, on va aller vers de la punition. Mais c'est un manque de respect, c'est un manque de respect de parler comme ça à son enseignant et cetera. Donc allez, un point rouge. Mais est-ce qu'on se demande, quand on regarde des classes, parfois, quand on distribue les points rouges et les points verts comme ça, est-ce qu'on se demande vraiment, est-ce que c'est objectif là? Est-ce qu'objectivement, il y a vraiment un manque de respect ou est-ce qu'il y a une perception de manque de respect? Est-ce que vraiment, l'enfant, s'il peut pas faire son travail là et qu'on lui met un point rouge, est-ce que c'est réellement parce qu'il a un manque de volonté, il veut embêter l'enseignant et la classe? Ou est-ce que là, il n'est pas disponible parce qu'il est bloqué par certaines choses, que ce soit émotionnel ou que ce soit académique? Est-ce qu'on s'intéresse à ça, en fait, tu vois? Et c'est là où effectivement la transformation que j'ai opérée dans mes classes petit à petit, eh ben, elle a été vraiment, en parallèle à ma transformation intérieure, en fait. Et aussi de voir à quel point, comme je disais tout à l'heure, quand je voyais les élèves qui se comportaient avec des plus petits, je me disais: «Waouh, mais est-ce que c'est comme ça que j'ai envie d'être, en fait? Est-ce que j'ai envie de 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 montrer aux enfants qu'en fait, on obtient ce qu'on veut par un rapport de force, qu'on les encourage à apprendre en les forçant, qu'on les encourage à être polis parce qu'ils ont peur d'être punis?» Et en fait, ça venait directement me mettre en face de comment j'avais été aussi éduquée moi. Et je me suis dit: «Mais» et aujourd'hui vraiment, hein, j'ai parlé de beaucoup de choses, hein, avec moi personnellement, avec ma famille et je leur en veux pas aujourd'hui parce qu'il y a eu tout un processus de guérison aussi et de discussion. Mais je crois que moi, ça venait directement me faire effet miroir à ça et je me suis dit: «Mais en fait non, mais en fait, je veux pas ça, je veux changer ça en fait». Mais ça ne se fait pas par une simple décision de: «OK, je veux pas ça, changeons, j'enlève les punitions», parce que on se retrouve forcément toujours dans la classe en face d'un élève qui va venir nous challenger et qui va venir réveiller des choses difficiles chez nous. Toujours. Mais c'est comment on va gérer ça, en fait. Là, tu décris des traumas d'attachement, peut-être, que tu as connus, toi, par exposition à des violences, et qui se réveillent quand tu te retrouves face à des enfants. Les parents connaissent ça. Les enfants sont le miroir, finalement, ces blessures que les parents peuvent avoir. Et ça se joue également en classe.
et fois 10, fois 20, fois 30 en fonction des élèves que tu as en face. Et forcément, c'est ce que tu décris là, ça t'activait certaines fois, donc et tu as dû faire ce travail sur toi, donc pas seul, j'imagine, tu as dû être Bien sûr. accompagné pour ça. On en parlait un peu à la santé mentale, c'est encore très tabou, hein, mais c'est très intéressant d'en parler et c'est essentiel d'en parler parce que les enseignants ont besoin d'aide aussi du côté de la santé mentale pour pouvoir réparer leur trauma d'attachement notamment et pouvoir être plus apaisés, moins se sentir en danger dans une classe ou même en relation avec d'autres personnes dans leur vie. Et toi, c'est ce travail que tu as fait pour en mettre plus apaisement, calmer ton système nerveux, et donc tu as fait ce travail donc d'accompagnement avec, des personnes qui t'ont aidé et tu as fait un travail d'information personnelle, sur tous ces sujets pour pouvoir mieux comprendre, tous ces mécanismes, ce qui se mettait en place chez toi, justement en contact, en relation avec des personnes, comment tu pouvais te considérer. C'est pour ça que je te parlais d'un changement d'identité, mais quelque part, c'est une part de toi, que tu as mis en avant, la part bienveillante et la part blessée, tu l'as soignée aussi, finalement. Exact. En fait, que je lui ai fait à la part blessée, je l'ai mise en lumière. C'est-à-dire que cette part blessée, quelque part, c'était elle qui prenait le contrôle, mais en vrai, j'essayais de la laisser dans l'obscurité. Je voulais me percevoir comme une enseignante sympa parce que j'avais le sourire, parce que je mettais des récompenses en place, donc du coup, j'étais sympa. Mais dans le fonctionnement, dans le fond, bah, dès que j'étais, comme tu disais, activée, eh ben, tu vois, c'était le monstre qui se réveillait, tu vois, cet enfant blessé qui se réveillait à l'intérieur de moi. Mais en fait, je lui faisais pas de place. Je voulais la cacher, cet enfant blessé. Donc, en vrai, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la place à ça. J'ai mis en lumière, je lui ai donné de l'espace et encore une fois, pas toute seule. Honnêtement, selon les degrés dans lesquels on a été blessé, je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul parce qu'on est très, très, très fort en grandissant pour se voiler la face sur des choses, pour se fermer les yeux sur certaines choses et pour minimiser des choses. C'est aussi un principe de survie, hein. Donc, pour minimiser certaines choses. Donc, pour ma part, en tout cas, c'était impossible de le faire toute seule. Maintenant, j'ai fait beaucoup de choses aussi seule, mais c'est sûr que j'ai dû être accompagnée par des thérapeutes qui ont été absolument merveilleux, mais qui m'ont aidé à voir en fait que cette enfant blessée, elle avait de l'espace, elle avait de la place à prendre. Le seul truc, c'est comment on va faire pour l'écouter, cet enfant blessé, cette part-là, pour l'accueillir et ensuite pour l'apaiser. Parce qu'en fait, ce qu'elle faisait là, c'est que cette part-là, elle s'exprimait quand elle était activée et elle s'exprimait en éclaboussant, en fait, en éclaboussant. Et tu vois, j'entendais des fois dire des paroles, des phrases qui voulaient rien dire en vrai, mais que des phrases que j'avais entendues moi-même, tu vois, voilà, des adultes qui ont pu m'accompagner quand j'étais petite et qui disaient des phrases clés en main, là, tu sais, du style, mais t'as pas honte de ça, ou mais on fait pas ceci, mais on fait pas ça, mais ça va pas la tête de faire ça. Et quand je voyais mes collègues, des choses que j'entendais aussi, tu vois, et je me disais, mais vraiment, est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut, humilier un enfant ou faire croire à un enfant qu'il devrait ressentir de la honte pour être, tu vois, Mmh. ou pour agir comme un enfant, ou est-ce que c'est juste que on dit tout haut ce qu'on a entendu quand on était petit et qu'on le répercute sans vraiment réfléchir au final, tu vois? Donc l'idée, ça a été pour moi de faire de la place à cette partie-là et en faisant de la place, en ne la diabolisant pas, en prenant conscience, eh bien, j'ai pu ensuite faire un travail d'accueil, de compassion envers moi-même, voilà, de m'offrir cette douceur dont j'avais besoin et que j'avais pas forcément reçue. Et je crois vraiment que c'est quand on s'offre cette douceur-là, cette empathie, cette compassion, et quand on fait de la place et quand on s'autorise aussi à se dire que parfois, bah, on n'a pas géré là, c'est quand on s'offre ça qu'on peut aussi l'offrir aux enfants qu'on accompagne. Et du coup, je me suis donc intéressée à ça par le biais de thérapeutes, mais aussi par j'ai suivi tellement de conférences, des livres que j'ai lus, je me suis formée à la méditation, je me suis tournée vers la CNV, je me suis tournée vers des techniques de relaxation, je me suis tournée vers, tu vois, j'ai testé plein de techniques différentes, même le neurofeedback, je me suis tournée vers ça aussi pour voir comment fonctionnait l'anxiété, comment donner au cerveau je me suis vraiment intéressée à plein de choses pour m'apaiser moi, en fait, pour mieux me comprendre moi, mieux comprendre comment les émotions se réveillaient à l'intérieur de moi, pour ensuite pouvoir accompagner les enfants dans leurs propres émotions. Mais
pour moi, c'est très difficile. C'est un point de départ et c'est déjà très bien, hein, de se dire: «Je vais essayer de faire autrement avec les élèves». Mais pour moi, on atteint un plafond de verre quand on se dit qu'on veut faire autrement, mais que on ne fait pas cette démarche-là envers soi-même. On va forcément toucher un plafond qu'on va avoir du mal à briser si on ne s'offre pas cette écoute à soi-même, en fait. Et pour moi, les choses ont commencé à changer quand j'ai décidé de mettre en place des choses, mais les choses ont complètement tourné à 180 degrés quand je me suis offert cette patience, cette empathie, cette compassion et que j'ai apaisé beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Donc, quand j'étais activée, je crois que toute notre vie, on est activé parce qu'on est des humains. Donc, quand je suis activée ou quand j'étais activée, il y a une différence entre être activé et réagir, tu vois, et réagir quand on est enseignant avec son pouvoir, tu vois, tout comme quand je sais pas, on a un inspecteur qui vient, et ben il a un pouvoir, donc il peut agir parce qu'il a ce bâton du pouvoir. Ben, quand on est enseignant, on va pas se voiler la face, on a ça, on a ce pouvoir face aux élèves en fait. Donc du coup, c'est quand j'étais activée, il y a une différence entre réagir, être dans la réactivité avec ce pouvoir et donc utiliser ce pouvoir pour soumettre ou pour punir ou autre, et être activée et me dire: «Ouh là, je suis touchée. Je suis touchée à l'intérieur de moi et tu sais quoi? C'est pas le problème de l'enfant, c'est le mien et je vais en prendre soin et par contre, je vais expliquer à l'enfant, OK, là, il y a ça qui se passe» et lui expliquer une règle. S'il y a un manque de respect d'une règle, par exemple, pour le bien-être de tout le monde, ou alors, si c'est juste par rapport à moi, bah, essayer de vraiment m'intéresser à l'enfant en lui-même. Mais c'est là où, pour moi, tout ce qui va être respect de règles, ça a pris un virement total quand, en fait, les règles avaient du sens, non pas pour asseoir son pouvoir de maître de la classe, mais dans un but vraiment de cohésion et où on allait s'intéresser à l'enfant pour le ramener dans le chemin du bien-être de la classe, mais sans que ma dimension à moi de blessé ou de personne activée dans son ego, et ben sans que ça prenne le pas pour venir un peu ajouter cette dimension lourde et un peu écrasante. C'est ça. Donc, en fait, tu as réussi à te mettre à hauteur d'enfant, perdre ce positionnement d'adulte, dominant, parce que justement, tu as mieux compris pourquoi tu réagissais comme ça. Tu es venu prendre aussi peut-être dans tes bras ton enfant intérieur pour, le guérir, le réparer. Et c'est ça qui t'a permis aussi de mieux te connecter avec tes enfants et de comprendre finalement à leur hauteur comment ils pouvaient coopérer. Parce qu'un enfant à qui tu présentes des règles et qui participe même à l'élaboration de règles, que ce soit en classe ou ailleurs, il va être encore plus engagé dans le fait de les respecter et il va comprendre, cela aura du sens pour lui. C'est ce que tu expliques en fait. C'est-à-dire que ce que tu as fait, ce travail d'apaisement et ce travail de resécurisation, disons, par rapport à toi, ça t'a permis de pouvoir te mettre à la place de l'enfant et de mieux comprendre comment il réfléchissait, comment il apprenait, et finalement à avoir aussi ce coussin empathique qui t'évitait de faire preuve de violence avec eux, parce qu'on parle vraiment de violence, hein, quand on puis De violence éducative, oui. Mmh. donc tu as permis d'avoir ce coussin, de sécurité en disant: «OK, bah, là, j'essaie de comprendre déjà ce qui se passe en moi, pourquoi je suis activé, donc je m'apaise et en même temps après je me connecte avec, l'enfant pour mieux coopérer avec lui» et c'est ce temps, de intérieur-extérieur qui je trouve est très intéressant à mettre en place et que malheureusement beaucoup d'adultes et beaucoup d'enseignants ne parviennent pas encore à faire par manque d'entraînement, mais aussi par manque d'écoute, et de soutien extérieur parce qu'ils se sentent quasiment tout le temps en insécurité, y compris en dehors de la classe en fait. Parce qu'ils n'ont pas de repères, de soutien, ils se sentent tout le temps en fait dépassés et souvent même ils se dissocient, parce qu'ils veulent plus ressentir ce qu'ils ressentent quoi. Donc Oui. Exactement et du coup, ça m'a fait tu vois, tu parlais justement de se mettre au niveau d'enfant plutôt qu'avoir ce rôle de maître et cetera. En fait, je crois que à ce moment-là, je suis passée même dans un autre rôle, c'est-à-dire que j'avais plus du tout ce rôle de maître de la classe justement, j'avais plutôt un rôle de guide, tu vois? Et c'était guide, voire architecte en fait de la classe, c'est-à-dire que j'allais définir, tu vois, j'allais planifier comment la classe que j'allais mettre en place et cetera. Donc je définissais en amont, il y avait une architecture qui se créait et ensuite au sein de cette architecture, eh bien, j'allais
reguider les enfants. Ah tiens, c'est par là. Ah tiens, tu vas par là. Pourquoi tu vas par là? Attends, donne-moi la main, on va aller par là. Plutôt que de ce rapport de voilà, un qui est au-dessus de l'autre et quelque chose de très descendant. Tu fais ce que je te dis et toi, tu appliques ce que le maître te dit en fait. Donc il y avait plus vraiment à même hauteur. C'est juste que il y avait un travail voilà plutôt d'accompagnant que de mettre et tout ce qui va être voilà et ça s'est même vu dans ce que je proposais académiquement, c'est-à-dire que académiquement en fait j'étais énormément vraiment dans de l'architecture, donc c'est-à-dire j'allais créer des coins, plein de coins avec plein de niveaux différents, plein de différenciations, etc. Ils avaient leur plan de travail, ils savaient quoi faire par rapport à leur niveau, tout en sachant qu'ils pouvaient aller tester des choses qui n'étaient pas forcément sur leur plan de travail, mais en fait c'était une fourmilière et chacun allait c'était vraiment moi j'appelais ça ma fourmilière justement et d'ailleurs ma directrice oui, oui, les fourmis en fatigue et du coup quand ma directrice était venue, je me souviens me voir parce qu'elle m'avait dit de loin ça ressemble à quoi ta classe? Parce que quand j'entends parler de ce que tu fais là, j'ai l'impression que ça doit être chaotique. Je lui ai dit viens voir, viens regarder. Et du coup elle me dit ah oui en fait on a l'impression que ça va dans tous les sens, mais en vrai chacun sait exactement ce qu'il fait et chacun a son petit rôle, a sa petite mission et il va qu'à ses occupations. Et en fait, je crois que ma manière d'enseigner académiquement a vraiment reflété aussi comment je vivais les choses sur un point de vue émotionnel et comment j'accompagnais les enfants émotionnellement. Donc il y avait plus tu fais ceci à tel moment et là maintenant c'est l'heure de passer à cette activité. Il y avait beaucoup plus d'autonomie qui était créée, mais moi j'étais là pour sécuriser tout ça et pour accompagner tout ça. Est-ce que tu avais cette double vision justement des émotions de l'enfant, elles sont à l'origine de leur comportement? Parce que un des problèmes qu'on peut rencontrer en classe, c'est justement un adulte qui lui-même ne sait pas bien réguler ses émotions, les identifier, et qui se retrouve avec un enfant qui est par exemple en train d'exprimer une colère. Alors, cas d'école, justement, comment tu procédais justement avec un enfant qui était en train d'exprimer une colère en pleine classe? Déjà, est-ce qu'il avait le droit de le faire? Alors attends, tu parles de dans mes débuts ou tu parles après quand j'ai mis en Une fois que tu as appris. Dans les débuts, j'imagine que Tu vois? Tout le monde partait en cacahuète. après tout ce travail justement sur toi et l'acquisition de connaissances sur le cerveau des enfants, tout ça, tout ce qui est venu en fait nourrir ta pensée rationnelle finalement et te donner plus de hauteur par rapport à ce que tu pouvais connaître en tant qu'enseignant, ton expérience d'enseignant. Mmh. Justement, un enfant après qui se mettait en colère dans ta classe, qui ressentait une colère, comment faisais-tu? Comment réagissais-tu en fait? Comment tu procédais? Alors en fait, j'allais dès quand il y avait un moment où il y avait de la colère, en fait, pour moi, ma priorité, c'était ça. C'est-à-dire que je pouvais même être, tu vois, être en train d'enseigner quelque chose ou quoi. Dès qu'il y avait un gros problème émotionnel, une grosse colère, enfin, une colère qui s'exprimait, j'arrêtais et je m'orientais vers les enfants. Au début, ça prend du temps, mais c'est vraiment un investissement. C'est-à-dire que plus on le fait, plus les enfants deviennent autonomes avec ça et puis ils développent aussi des réflexes pour s'entraider entre eux et pour apprendre à se réguler. Parce que moi, dans ma classe, j'avais un coin émotion dans lequel on mettait en place les outils qu'on utilisait. On avait par exemple une boîte à colère, on avait une boîte à cailloux. La boîte à cailloux, c'était la boîte à tristesse. On avait une boîte à trésors pour les moments joyeux qu'on pouvait vivre et dont on avait envie de se souvenir, etc. Et donc, du coup, quand il y avait un enfant qui se mettait en colère, ben, en fait, j'allais le voir. Alors, si j'étais en maternelle, ça pouvait être soit moi, soit mon assistante maternelle qui prenait le relais aussi, parce qu'on fonctionnait vraiment en binôme. Mais en fait, tout de suite, ça allait être déjà si l'enfant le voulait. Est-ce que tu veux un câlin là pour t'apaiser quand il était en sanglots ou autre? Certains enfants acceptaient, certains enfants n'acceptaient pas du tout. Mais quand, par exemple, un enfant n'acceptait pas ou qu'il y avait beaucoup trop d'émotions, je proposais qu'on sorte de la classe, qu'on aille juste en dehors, au-delà de la porte, tu vois, pour s'apaiser, pour respirer, pour se calmer, etc. Donc en fait, il y avait au tout début, je cherchais pas du tout à comprendre ce qui s'était passé. Là, au tout début, c'est la colère, elle est là, il y a une explosion. De toute façon, je sais que l'enfant, il sera incapable d'exprimer quoi que ce soit. Et si les copains qui étaient à côté, parce que ça arrivait parfois, il a dit ouais, mais il m'a coupé mon dessin, etc. Donc ça partait, donc ça ajoutait d'encore plus de pression et de stress à l'enfant qui vivait sa colère. Je lui disais on va en parler après, d'accord? On va expliquer tout ça après. Pour l'instant, on va juste respirer. Donc du coup, l'enfant en question, s'il pouvait rester dans la classe, si je voyais que c'était pas trop gros, et ben du coup, on calmait. Donc je lui faisais soit un câlin ou soit je lui prenais les mains et on respirait. Ou alors on allait au coin émotion, on allait regarder le poster de la respiration de la montagne pour faire ça. Je trouvais un moyen adapté à l'enfant lui-même et à la situation, à son état actuel pour s'apaiser en fait.
Et c'était quelque chose dont on parlait aussi quand tout allait bien. C'est-à-dire que ça, j'allais pas le faire uniquement quand tout allait bien. C'est-à-dire qu'on avait vraiment régulièrement des discussions autour des émotions. Donc moi, là, par exemple, j'ai mes petits lutins qui sont partout, mais dans ma classe, j'avais des petits posters partout, des lutins, des émotions, aussi des phrases. On a le droit de se tromper, la colère est une émotion comme les autres, etc. Donc, on avait vraiment des phrases qui étaient écrites partout et dont on parlait régulièrement pour que quand ça se présentait, eh ben, c'était pas perçu comme c'est un moment de fou, c'est un moment, il fait une grosse bêtise, tu vois, c'était pas vécu comme une grosse bêtise. Il y avait pas de moment humiliant associé à ça. Jugez pas, en fait. Pas du tout. Et du coup, Ouais. comme on en parlait très régulièrement et que quand il se passait quelque chose, on en parlait aussi par la suite, quand l'enfant était OK, je lui demandais toujours sa permission. Est-ce qu'on peut reparler de ça pour qu'on apprenne ensemble, etc. Et donc, si oui, il me donnait l'autorisation, on en parlait ensemble et on essayait de décortiquer ce qui s'était passé pour comprendre et se demander comment on pourra faire la prochaine fois et pas comment on aurait pu faire. Parce que là, il y a un côté aussi de t'as mal fait. Oui. Comment tu aurais pu faire autrement? Mais c'est plutôt comment on pourra essayer la prochaine fois. Donc toujours une vision de futur, d'amélioration, tout en se disant que si la prochaine fois c'est encore difficile, c'est OK. On continuera à s'entraîner. Donc on parlait vraiment tout le temps de ça et on ne le percevait pas comme telle personne, je sais pas moi, Théo il s'est encore énervé aujourd'hui, Théo il a encore fait une grosse colère aujourd'hui. Non, il n'y avait pas de ça en fait. Les émotions, ça avait une place importante et on en parlait. Donc du coup, avec cet enfant pour terminer le processus, on se calmait. Et ensuite, s'il y avait une dispute entre lui et un autre copain, on allait venir. Donc, on avait la petite technique avec le bonhomme O et BD. Donc, on voyait souvent ça pour les plus grands. Donc, on va dire ce qui s'est passé, quelle émotion tu as ressentie, de quoi tu avais besoin et quelle est ta demande maintenant. Et donc, au début, évidemment, quand l'enfant va commencer en disant mais oui, mais là, je ressens de la colère parce que machin, l'autre enfant allait couper en disant mais non, parce que toi, c'est toi qui as commencé, etc. Donc, ça partait. La règle, tu te souviens, c'est quand un enfant parle, on écoute. Et tu auras ton espace à toi où on t'écoutera à toi. Et ce qui est fou, c'est que quand on dit vraiment à l'enfant qu'il aura son espace pour parler et qu'on ne le coupera pas et qu'on l'écoutera et qu'il l'expérimente par la suite, ça, Ouais. il le vit, il n'y a même plus besoin de le répéter pour les autres fois. Ou alors, il y a juste besoin de dire « Ah, attends 2 secondes », il s'arrête, on continue, il n'y a même plus besoin de le dire parce qu'il a confiance. Il a confiance en le fait qu'il aura son temps de parole et que son temps de parole aura autant de valeur que le temps de parole du premier enfant. Donc du coup, on allait passer un moment, donc il allait exprimer ce qu'il allait, donc souvent, ça allait être un petit peu fouillis parce qu'il y avait de l'émotion, donc j'allais poser des questions factuelles. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oui, mais il m'a embêté. Donc souvent, c'est ça. Qui l'a embêté? Qu'est-ce qu'il a fait pour t'embêter? Est-ce qu'il a découpé ta feuille? Est-ce qu'il a dessiné sur ta feuille? Qu'est-ce qu'il a fait? Ou qu'est-ce qu'il t'a dit exact? Ouais, mais il m'a dit des méchancetés. Qu'est-ce qu'il t'a dit exact? Quel mot il a utilisé? Donc, j'allais tout le temps, encore une fois, guider. J'allais pas juger en disant, mais il a été méchant, ça veut rien dire, ça, Théo, tu vois, ça veut. Non, je vais guider parce que c'est tellement difficile de réussir à décortiquer tout ça que du coup, ils ont besoin d'être accompagnés pour ça. Donc, j'allais expliquer et c'est là qu'on voit que dès qu'on commence à rentrer dans le factuel, tout de suite, les choses s'apaisent. Mais tout de suite. Alors que s'il y a un enfant qui va dire oui, mais il a été méchant parce qu'il a fait ci, et puis ensuite, de toute façon, il m'aime pas, etc. Et du coup, l'autre, ça va le chauffer aussi. Et donc là, du coup, il y a une ébullition et on se sent un peu démuni en tant qu'enseignant face à ça. Mais quand on revient dans le factuel et qu'on pousse avec des questions très précises à parler d'exactement ce qui s'est passé, le mot qui a été dit, où est-ce qu'il a posé, si t'as tapé, où est-ce qu'il a posé sa main, avec quoi il t'a touché, etc. Tout de suite, ça s'apaise. Ensuite, on passe à l'autre. Et ensuite, on va essayer de trouver une solution à partir de là. Comment faisais-tu quand tu étais seule dans la classe? Eh ben, Arrivé que tu oui, mais sois seule, justement? bien sûr. En fait, au début, ça pouvait être chaotique parce que dans les débuts d'année, ça pouvait être chaotique parce qu'ils n'étaient pas habitués justement à ça, en fait. Donc du coup, il y avait, des enfants qui allaient, en profiter pour chahuter, par ceci, par cela. Donc du coup, il y a une sensation un petit peu d'être un petit peu dépassé. C'est uniquement les premiers jours. Parce que je m'assurais, en fait, de vraiment faire de la place dans mon emploi du temps, de mettre vraiment des créneaux, comme on met des créneaux art, sport, maths, etc., je mettais des créneaux émotions.
Donc ça veut dire que dans mon emploi du temps et alors ce qui est génial aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à mon époque quand j'ai fait ça, mais ce qui est génial aujourd'hui, c'est que ça fait partie intégrante des programmes scolaires. Donc aujourd'hui, depuis 2024, dans les programmes scolaires, il y a des cours d'empathie à mettre en place dans la classe, il y a le développement du vocabulaire des émotions à mettre en place avec les élèves, etc. Donc de toute façon, on est dans les clous. En termes de tout ce qui est académique, on est dans les clous, donc on peut complètement l'intégrer. Et donc moi, en fait, dans ma journée, c'était souvent quand on revenait des pauses, revenait de la récréation, revenait de la pause du déjeuner, j'utilisais en fait ces temps en fait qui sont pas forcément évidents pour lancer une activité et qui sont par contre très riches pour parler de ce qui s'est passé en cours de récréation ou ce qui s'est passé à la cantine. Je profitais toujours de ces moments-là pour faire des petites activités autour des émotions. On allait s'entraîner à faire des petits exercices de respiration, parfois des petites méditations, à parler de situations qui se sont posées, ou alors j'inventais des petites vignettes, des petits scénarios. Donc j'utilisais parfois des doudous ou des petits personnages. Et donc on va s'imaginer que là, j'ai Léo. Ben, Léo, il veut jouer avec Léa et Léa lui dit non, non, elle veut pas, elle préfère jouer avec Justine. Comment on fait? Et donc, on allait s'entraîner. En fait, on faisait des petits camps d'entraînement de choses qui vivent dans la réalité, mais dans lesquelles ils peuvent prendre un peu de recul parce qu'ils ne sont pas directement concernés et on allait s'entraîner. Ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure des jours et des semaines qui passaient, quand ça arrivait et que j'étais donc toute seule, et bien en fait, ça prenait de moins en moins d'espace parce que de moins en moins de temps parce que déjà, ils étaient habitués. Donc du coup, il suffisait moi que je dise certains mots-clés pour que du coup ça active certaines choses, qu'ils aillent trouver les supports adéquats dans le coin des émotions, dans les petits posters, dans la boîte à colère. En maternelle, je voyais par exemple les petits, ils utilisaient la boîte à colère, ils l'ouvraient pour aller dire, soit crier ou soit dire ce qui les avait mis en colère. Ils fermaient la boîte, ils reposaient et c'était reparti. Et les plus grands, ils allaient dessiner ou ils allaient écrire et ils mettaient dans la boîte à colère. Et en fin de journée, on demandait est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose qu'il a confié à la boîte à colère ou à la boîte à trésors, la boîte à cailloux, s'il le voulait, et on en parlait ensemble. Donc en fait, il y avait tout un système qui était créé autour du fait de parler des émotions, c'était quelque chose de quotidien, et aussi des outils qui permettaient de développer leur autonomie. Donc l'idée, c'était pas qu'ils deviennent dépendants de ma présence pour gérer leurs émotions, c'était qu'ils se sentent écoutés, qu'ils se sentent en sécurité avec ma présence et qu'ils se sentent guidés pour développer de nouveaux réflexes, mais qu'avec des outils adéquats, eh bien, ils puissent aussi développer leur propre autonomie. Et moi, par exemple, dans ma classe, tu vois, donc on était des petites abeilles. Donc, on avait par exemple des petites alvéoles qu'on collait les unes aux autres et chaque enfant se dessinait, écrivait quelles étaient voilà, ses spécificités, sa couleur préférée, etc. Et donc, on assemblait tout ça. Et donc, ça formait la ruche, en fait. Donc, on était, par exemple, la ruche des CE1. Et donc, on se disait, bah, la spécificité des abeilles, c'est que chaque abeille est importante, chacune a un rôle. Et puis, quand il y a une abeille qui va mal, ben, ça impacte toute la ruche. Donc, du coup, quand il y avait un problème et que parfois, il y avait un enfant qui disait, ah, mais il s'est encore énervé, etc., on se disait, ah, on a une petite abeille dans notre ruche qui va pas bien. Ben, on va s'y intéresser et on va se demander ce qui s'est passé. Et donc, on faisait de ce problème non pas un temps de ça fait perdre du temps à toute la classe, mais c'était accueilli, c'était récupéré comme un temps d'apprentissage. Et du coup, c'était un temps de langage, c'était un temps d'écoute, c'était un temps de vivre ensemble. Ça rentrait dans les programmes, tu vois. Je faisais en sorte que ça rentre dans les programmes. C'était un temps de débat, etc. Et dans mes petites abeilles, eh ben, on avait mis en place les abeilles fées. Donc, les petites abeilles fées, c'était les petites abeilles relais sur qui en fait on pouvait s'appuyer, à qui on pouvait venir demander de l'aide quand par exemple en cours de récréation il y avait des disputes, il y avait quelque chose qui n'allait pas, eh bien c'était des petites abeilles qui avaient envie d'aider les enfants à utiliser des outils qu'on avait vus en classe ou de développer la communication non violente, etc., les messages clairs, toutes ces petites choses-là, et qui allaient être relais en fait. Et donc on avait des petites abeilles fées qui se relayaient dans la classe pour justement développer un système vertueux, en fait. Solidaire et vertueux, tout à fait. Solidaire et vertueux. Alors, dernière question que nous allons poser. Alors, on pourrait passer des heures, hein, parler de ce que tu as mis en place, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équilibre, ton équilibre personnel, et la façon dont tu gardais justement cet équilibre, ne pas rentrer dans cette détresse empathique. Il peut arriver si justement tu écoutes tellement d'émotions dans la journée qu'à la fin, tu es complètement débordé par tes émotions. Donc,
toi, est-ce que tu, par exemple, avais de l'écoute à côté? Est-ce que tu avais de l'écoute chez tes collègues? Et si toi, tu étais aussi un relais d'écoute? Je te pose cette question, elle est assez orientée, c'est que c'est un projet des fourmis empathiques, de pouvoir avoir des référents d'écoute un peu partout pour permettre justement de faire baisser cette tension, cette pression, et d'obtenir comme ça de l'écoute 10-15 minutes pour lâcher du lest et se sentir mieux. Du coup, comment tu procéder pour avoir cet équilibre, pour garder cet équilibre émotionnel? Mmh. J'avais de la chance d'avoir des collègues fantastiques, c'est vrai. Et des collègues qui étaient des amis, en fait. Surtout quand j'étais en classe unique, en France, non, hein, j'étais toute seule. Enfin, j'avais mon assistante maternelle avec qui je m'entendais très bien, mais c'est vrai qu'il y avait peu de collègues. Mais ensuite, en Australie, mes collègues étaient aussi certaines de mes collègues étaient aussi des amis très proches. Donc du coup, il y avait une vraie solidarité qui s'était créée entre nous et du coup, on se voyait. Alors moi, je n'aimais pas spécialement les temps où, tu vois, sur les temps de midi, parfois, on se retrouve entre collègues et on parle boulot et on parle pour, tu vois, parfois, ressasser des choses qui nous agacent, ou parler d'une réunion, dans lesquelles on n'a pas trop aimé ceci ou cela. J'étais pas fan de tout ça parce que je trouvais que ça entretenait, justement voilà, ça me maintenait dans un état, parfois de frustration ou ça me permettait pas de me libérer et de changer d'air et voilà. Donc du coup, soit je disais: «Ah, si on pouvait parler autre chose que boulot» et puis j'amenais un autre sujet. Mais quand il y avait quelque chose à évacuer et ben, en fait, oui, j'allais voir, mes collègues pour en parler. Parfois, on avait de la chance, en fait, je pouvais demander, par exemple, à ma collègue d'en face quand, par exemple, à un moment donné, j'allais pas bien. Si moi, personnellement, déjà, j'allais pas bien, j'étais dans une phase compliquée et que là, en classe, en plus, c'était compliqué. J'avais une collègue juste en face, je lui demandais: «Ah, est-ce que tu veux bien juste surveiller nos 2 classes pour, 5 minutes? Je vais aller, souffler un petit peu, je vais aller voir, une enseignante qui était en repos à ce moment-là pour, évacuer, par exemple, dans la salle des enseignants». Donc ça, c'est des choses que je pouvais faire ou aller voir, l'infirmière scolaire, par exemple, pour aller évacuer, parfois quand, il y avait des journées qui étaient difficiles pour moi parce que personnellement, je traversais des choses difficiles. Mais ensuite, c'était, aussi, ben, tout ce que je faisais personnellement, c'est-à-dire que tout ce que j'apprenais moi personnellement sur comment réguler mes propres émotions, tout ce qui va être, bah, déjà l'expression. Moi, j'exprimais à mes élèves aussi quand j'étais frustrée, quand j'étais fatiguée, quand j'étais en colère, quand j'étais heureuse, quand j'étais, étonnée et cetera. Je l'exprimais déjà à mes élèves, donc le fait de pouvoir exprimer et ben, ça change aussi les choses, ça apaise les choses et je voyais même mes élèves qui me disaient: «Ah Margaret, là j'ai l'impression que ton petit lutin de la frustration, il est réveillé». Je me disais parce qu'en fait ça faisait partie du quotidien donc en fait, ce que je leur faisais, ben, du coup, ils me le refaisaient. C'est là où je me suis dit: «C'est génial» parce que là où au début de ma carrière, je voyais des enfants qui répétaient des choses, tu vois, punitives, tu vois, des systèmes punitifs et ben, par la suite, c'était, ben, il disait justement des choses où il disait: «Bah, évacue ton lutin de la frustration, peut-être utilise ton le la respiration de la montagne pour t'apaiser si tu veux». Tu vois? Donc du coup, je me suis dit: «OK, c'est gagné», tu vois? Donc déjà, il y avait ça et puis aussi moi, les techniques que je voyais, que j'apprenais par moi-même, voilà, les techniques de respiration, des fois, je me prenais des notes, pour évacuer quelque chose et puis ensuite j'allais revenir dessus le soir, chez moi tranquille et puis voilà, c'est vrai que j'avais des collègues avec qui je pouvais me confier, à qui je pouvais aller dire: «Ouais, là, c'est chaud» ou «Tiens, j'ai eu une difficulté avec, dans telle situation, qu'est-ce que tu ferais toi à sa place?» Et puis les collègues venaient aussi beaucoup me demander certaines choses, me demandaient aussi parfois d'intervenir dans leur classe parce que, j'étais un peu enfin voilà, référente dans cet enseignement autour de la gestion de conflits, des émotions. Donc elle me disait: «Est-ce que tu peux venir faire des interventions dans ma classe autour des conflits? Parce que moi je me sens un petit peu dépassée là, il y a des disputes tout le temps et je sais pas comment faire autrement donc échange de services, s'il te plaît, moi je prends ta classe pendant ce moment-là et puis toi tu viens dans ma classe et puis vous parlez tout ça, puis ensuite tu m'expliques comment tu as fait et cetera». Donc en fait, il y avait avec certains collègues, il y avait beaucoup de solidarité et un espace où on pouvait se parler, on pouvait, se donner nos points de vue, se dire quand parfois, ça allait un petit peu trop loin ou quand parfois: «Vas-y respire un petit peu et prends du temps pour toi et t'inquiète, je surveille les 2 classes pendant ce temps-là» et cetera. Donc il y avait aussi ces espaces-là qui font du bien. D'accord, OK. Mmh. Bah, ça contribue à l'équilibre général, du coup, au niveau émotionnel et du stress. Oui.
Par contre, au tout début, quand j'ai commencé à mettre en place toutes ces ateliers par rapport aux émotions et tout, j'ai aussi rencontré la difficulté de me sentir seule face à ça. C'est-à-dire que ce que j'entendais, parfois, c'était mais ça fait pas partie de ton travail. Ou alors, oui, mais c'est pas ta place. Oui, mais tu vas être en retard dans les programmes. Oui, mais là, je crois que c'est plutôt le rôle d'un thérapeute de famille de faire ça. Ou alors, c'est aux parents d'éduquer leurs enfants autour des émotions, etc. Donc, c'est vrai que quand moi, j'ai commencé à mettre en place toute une dynamique autour des émotions, au début, je me suis sentie seule parce qu'il y avait beaucoup de réticence par rapport à ça, de doute en fait. Et c'était pas encore dans les programmes. Par contre, ce qui me rassurait, c'est qu'en Australie, si, c'était quelque chose qui était très, très, très pris en compte. Donc, je savais que j'allais pas dans le faux ou dans le mauvais ou je ne sais quoi. Je savais que c'était une dimension importante. Donc, il y a eu ça et c'est après, quand ça a commencé vraiment à tourner et à porter vraiment des fruits, que là, en fait, des collègues sont venus me demander, est-ce que tu peux venir me montrer ça ou parler avec mes élèves de ceci, de cela, etc. Mais au début, je sais qu'on peut se sentir seul par rapport à ça et moi, avec mes différentes directions, j'ai déjà été prise pour, tu t'en parlais au tout début, pour un peu une extraterrestre, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, là, dans ces moments-là, c'est ma conviction personnelle et les recherches que je pouvais faire aussi sur ce qui se passait dans d'autres systèmes éducatifs qui me rassuraient et qui me confortaient dans la direction que je voulais prendre. Oui. Donc, c'est Et un message encourageant pour les enseignants qui se lancent dans ce parcours empathique. Et tu montres qu'il est avec de la persévérance et avec de la foi finalement dans l'efficacité de ce système basé sur les émotions, sur l'empathie. Finalement, on avance et en plus, on arrive à pas convaincre parce que du coup, c'est pas la conviction, mais on inspire elle est inspirée des de ça. enseignants qui se sentent aussi mieux parce que finalement, cet espace que tu as laissé aux émotions dans ta classe et en dehors de la classe, finalement, ça fait du bien à tout le monde que de savoir qu'il y a cet espace pour pouvoir déposer ce qu'on ressent et être écouté, se Exactement. bouger. Exactement. Et tu vois, quand on avait la boîte à colère, la boîte à trésors, la boîte à cailloux, etc., c'était quelque chose qu'on faisait, en fait, que même moi, je faisais avec mes élèves, en fait, qu'on faisait tous. Et j'avais des enseignants qui, parfois, en fin de journée, venaient dans la classe, ils disaient, ah, je peux ouvrir ta boîte à colère parce que là, j'en ai besoin. Et en fait, c'est un outil qui peut être utilisé par tout le monde, en vrai. Mais la chose aussi que j'ai envie de partager, c'est de pas hésiter d'embarquer les parents dans cette aventure. C'est-à-dire que quand on explique aux parents la démarche dans laquelle on est, moi je sais que les parents m'ont suivi dans tout ça. Ils ont été fascinés et ils étaient aussi rassurés, vraiment rassurés sur le fait que les émotions de leurs enfants auraient de la place et de l'importance dans la classe. Et du coup, ça crée un rapport de confiance et ça guérit aussi cette distance qu'il peut y avoir entre le corps enseignant et les parents. Et pour moi, quand on guérit ça et quand on crée un pont entre ces deux mondes, c'est que du positif pour l'enfant et pour même son enseignement. Donc, de pas hésiter aussi à impliquer le parent là-dedans en disant voilà, on fait un petit travail autour des émotions, on va créer des rituels autour des émotions, etc. Donc, surtout si à la maison, votre enfant a eu quelque chose de difficile pendant le week-end ou une nuit difficile, n'hésitez pas à venir me le dire en début de journée. Comme ça, moi, j'en ai conscience. Moi, je leur disais toujours aux parents, venez me voir, n'hésitez pas à venir me voir pour me partager des petites choses comme ça. Et au début, on peut se dire, ah, on va être envahi. Mais en fait, non. En fait, non, parce que les parents, encore une fois, là, ils savent qu'ils ont l'espace. Ils savent qu'ils sont accueillis. Donc, quand ils le savent, et ben, du coup, ils n'ont pas besoin de venir attraper l'attention de l'enseignant parce que ils savent que c'est tranquille, que c'est là. Ils peuvent envoyer un email ou ils peuvent venir en parler. Mais du coup, c'est accueilli et il y a quelque chose de vertueux qui se crée là aussi. Oui, tout à fait. Et de la sécurité, du coup, encore une fois. Beaucoup de sécurité, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Anne-Mariette. Avec grand plaisir. Et je rappelle que tu es aussi créatrice de... Maîtresse à maillettes, c'est ça, une plateforme, ouais, C'est ça, qui regroupe en fait toutes tes découvertes autour de justement des émotions et tu as voulu mettre en place un programme pour permettre aux parents et aussi aux enseignants, aux professionnels de pouvoir accompagner au mieux les enfants et surtout soutenir aussi finalement les parents, les professionnels dans l'acquisition de ces compétences qui ne sont pas malheureusement innées et exactement. on n'a pas forcément eu accès à un apprentissage de ce point de vue-là. Donc, ce rattrapage que tu proposes grâce au programme est essentiel. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean-François. À bientôt. À bientôt.